Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Giuseppe. Bonsoir. Giuseppe Santoliquido, je prononce bien? Parfait, oui. C'est parfait. Comment ça va Giuseppe? Très bien, ouais. Très bien. Un peu d'anxiété évidemment. Ouais, c'est le jour, hein, là. Ah oui, c'est le jour, ça sort. Oui, donc on guette un peu les premières réactions. Ouais. Est-ce que vous allez un peu traîner dans les librairies pour voir s'il est bien placé? Que, franchement, le roman précédent, non, guetter non, mais le roman précédent avait bien marché, donc j'ai eu beaucoup de contacts avec les libraires, avec qui j'entretiens de bons rapports, donc de temps en temps, je vois un petit message, là, tu déjà lu, qu'en penses-tu? D'accord. Voilà. Bon, mais moi, je crois que mon petit doigt me dit que ça va aller. Bon. Ça s'appelle Le Don du Père, on va en parler. 3 petites questions avant, si vous voulez bien, Giuseppe. Vous me répondez un peu du tac au tac. Hein. Si vous étiez, Giuseppe, une odeur d'enfance, vous seriez quoi? Ah, une odeur d'enfance, ce serait le béton et la terre, mais surtout le béton brûlé par le soleil. Parce que je me souviens de mes siestes obligatoires quand j'étais enfant en Italie, et se dégager, parce que c'était la campagne, avec une seule route, et se dégager comme ça par les persiennes, ou plutôt entrer par les persiennes, l'odeur du bitume brûlé, si vous voulez pas, tellement il faisait chaud. D'accord, on imagine tout à fait. Si vous étiez un âge de la vie, si vous deviez choisir? À un âge de la vie, je dirais la quarantaine. Pourquoi? La quarantaine, parce que l'insouciance est un peu derrière. Donc, il faut franchir le cap, hein, ça n'a pas été simple. Mais une fois le cap franchi, il y a une forme de maturité comme ça, et surtout, on relativise un peu certains événements. Ouais. Vous parlez d'expérience. Hein. Et pour sourire un peu, si vous étiez une recette italienne? Alors, ça s'appelle pasta e fagioli. Donc, j'étais sûr que vous alliez démarrer au quart de tour. Allez-y. Oui, il ne faut pas me pousser beaucoup sur ces sujets-là. Donc, ce sont des petites pâtes avec des haricots blancs qui viennent de mon village. Et c'était un plat très roboratif qu'on donnait aux paysans quand ils travaillaient la terre. Le soir, en rentrant, ça les calait jusqu'au lendemain. C'est bon? C'est bon, mais c'est roboratif. Hein. Bon, d'accord, on en prendra l'hiver prochain. Voilà, je pense. Allez, on est là en tout cas pour parler de votre nouveau roman, et vous êtes l'invité, Giuseppe, de LCR ce soir. Caro papà, vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo scriverò. Quello che sento e non ti ho detto mai. E spero tanto che lo leggerai. Ti vedo stanco e parli poco ormai. Chissà nel cuore che rimpianti hai. Forse dei giorni di una gioventù. O di quei sogni che non sogni più. Papà. Non preoccuparti, qui ci sono io, papa. Voilà, Caro Papa, quelques notes de Joe Valeriani, moi je ne connaissais pas, mais c'est très bon. Non plus. Je trouve que ça colle bien. Ça colle très bien. D'ailleurs, votre roman. Ça m'émeut d'ailleurs, oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Hein. C'est Joe Valeriani. D'accord. Mirus mi-italien. Voilà. Bon. Caro Papa, ça pourrait être le titre d'ailleurs de votre livre, non? Aussi. Oui, ça pourrait être ça, c'est vrai. Une lettre à son père. C'est un peu ce que vous faites avec Le Don du Père? Oui, il y a de ça aussi, puisque mon père est en fin de vie, donc il y a un peu de ça, oui. Ouais. C'est une lettre, mais aussi un hommage, puisque c'est Caro Papa, donc ça pourrait être l'entame d'une lettre, mais ici c'est un don. On a choisi le titre, d'ailleurs avec l'éditrice, pour l'idée de la transmission aussi, c'est-à-dire d'une reconnaissance, d'une transmission qui a été effectuée sans que je ne l'apprécie en temps voulu, si vous voulez. Ouais, donc c'est une lettre et un hommage en même temps. Oui, c'est-à-dire que votre père vous a fait un don, Gérardo il s'appelait. C'est ça. Vous ne vous en êtes pas vraiment rendu compte, vous étiez dans votre vie? Oui, puisque moi, je traversais des périodes qui n'étaient pas simples non plus. Ouais. Donc j'ai mis du temps à trouver ce que je voulais faire. Et comment donc j'étais autocentré. Ouais. Terriblement autocentré, et il y a eu ce don effectivement dont je parle dans le livre, que je n'ai vraiment pas mesuré à sa juste valeur, et ce n'est qu'avec la maturité dont on parlait tout à l'heure. C'est fou qu'il faille attendre si longtemps. Oui, c'est fou, et c'est surtout fou que dans mon entourage beaucoup me disent la même chose,
Oui, et on dit la première fois ne compte pas. Il faudrait vivre 2 fois pour reconnaître les sensations, les émotions vécues la première fois. C'est vrai. Alors que c'est quelque chose de banal, en fait, de se réveiller un jour et de se dire « je n'ai pas vu ». Certaines choses et on tombe tous dans le panneau. Enfin, beaucoup d'entre nous en tout cas. Alors votre papa, vous le faites renaître, si je puis dire, revivre, puisque vous brossez un petit peu toute l'histoire familiale. On va regarder quelques images d'archives qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui ont un lien évidemment dans l'histoire. Ce sont des immigrés italiens qui arrivent en Belgique. On est juste après la guerre. Oui, on parlait de la bataille du charbon, tout à fait. vous vous souvenez, dans les années 46. Des gens avec plein de rêves dans les yeux. Ils rêvent d'une vie meilleure, évidemment. Ils rêvent d'amener leurs femmes, peut-être, leurs enfants qu'ils ont laissés. La plupart sont venus seuls, les hommes d'abord, et les femmes, comme ce fut le cas de ma grand-mère en 47. Elle est venue en 48, mon grand-père en 47, Donc il venait en éclaireur, en fait. Il est venu en éclaireur, Oui, à attirer. Donc j'en avais un du village qui débarque, et puis c'est le beau-frère, et puis c'est la belle-sœur, et puis c'est l'oncle, et puis c'est le cousin, et on recrée petite communauté. Parce que mon papa est originaire d'une région du Latium, entre Rome et Naples, qui avait été traversée par la remontée lors de la libération de la péninsule, donc a été bombardée. Bombardée des 2 côtés, d'ailleurs. Donc c'était la misère, quoi. Ah oui, c'était la misère. Oui, c'était la misère. Ils arrivaient à manger parce que c'était des paysans, donc ils avaient tout de même quelques bêtes, des cochons, des fruits, quelques légumes. Mais à part ça, à part la subsistance, rien d'autre n'était assuré. Donc ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Donc c'est construire un avenir, surtout. Alors ils arrivent à Seraing ou dans mon grand-père arrive à Seraing, oui, tout à fait. Oui, je vous vois sourire quand vous parlez de Seraing. Mais... Non, j'aime bien Seraing. Vous aimez bien Seraing? Je veux dire Seraing ou Seraing? Mais en général, oui. Quand on dit Seraing, il y a une pointe d'ironie. Soit on est de là, soit il y a une pointe d'ironie quand on est d'extérieur. Mais ce n'est pas votre cas. Je souris facilement. Oui, je sais. Pas de moquerie, non, évidemment, loin de là. Vous avez le prénom d'ailleurs de votre grand-père. Oui, c'est quelque chose qui est important pour vous ou c'était une tradition? C'était une tradition, oui, c'était une tradition, et j'en ai compris l'importance par la suite, puisque mon grand-père est mort très jeune, donc, et j'ai dramatiquement, oui. On ne va pas dévoiler l'histoire, mais c'est dans le livre. Et donc, aux yeux de ma grand-mère et de mes oncles qui étaient restés orphelins très, très jeunes, lorsque je suis né, il y avait une forme de transmission et de continuité. Votre grand-père travaille de façon acharnée. Votre père, par contre, il a des rêves. Il a des rêves différents. Il va devenir mécanicien, mais il rêvait d'être avocat. C'est ça. Et ça, c'est la... C'est la rupture. C'est la rupture totale. C'est la rupture. Oui, c'est le regret de sa vie. Oui, c'est le regret de sa vie. Parce que moi j'ai vécu avec un père qui m'a toujours dit « je n'aime pas ce que je fais ». Et j'ai la chance d'être beaucoup invité dans les écoles, et j'insiste vraiment sur ce point-là, parce que c'est dramatique de devoir vivre 20, 30, 40 ans quelquefois en allant travailler avec des pieds de plomb tous les matins. Et vous, ça vous énervait, ça? Franchement. Oui, ça m'énervait, ça m'énervait, et surtout je lui en voulais par moments dire mais alors ressaisis-toi, fais autre chose. Je ne mesurais pas à quel point évidemment le déterminisme était important, et le fait qu'il ait un fils, une femme, et qu'il faille aller faire bouillir la casserole. Bien sûr. Cette histoire, vous l'avez déjà écrite différemment dans La Nuit du Fils, parce que vous écrivez aussi beaucoup pour le théâtre. C'est une pièce qui est passée il n'y a pas tellement longtemps. Oui, aux Galeries. C'est Sandra Racco qui a mis en scène. On va regarder un court teaser, comme on dit. Avec plaisir. Parce que ça replace le contexte. Bien sûr. Vas-y, souris, c'est pour la postérité. Paul, range-moi ça, s'il te plaît, reprends le travail. Les clients vont commencer à arriver. Là, on est dans le tragique. C'est au théâtre. Et vous, c'est le fait d'écrire qui vous a aidé à vous émanciper? J'ai écrit très tard. J'ai écrit très tard. Donc, la première émancipation, c'était le fait de quitter le garage pour entreprendre des études. Quand on m'avait emmené dans un centre d'orientation, on m'avait dit qu'il ne faut surtout pas faire ça. Parce que votre père voulait que vous soyez garagiste. Mais c'était inscrit comme ça. Je prenais la suite. Et il avait fait beaucoup de sacrifices, d'ailleurs, pour que j'entre dans ce garage et que je lui succède. Il avait fait même des investissements pour me permettre de vivre là-dedans. Et puis un beau jour, j'ai fait vraiment une forme de dépression nerveuse très importante.
Je ne trouvais pas, j'étais malheureux, mais je ne me rendais pas compte, puisque pour moi, c'était une sorte aussi de déterminisme. Mais pourquoi? On ne va pas faire de la psy à 5 balles, comme on dit, mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de jeunes qui disent, bon, bah oui, ça va, je vais faire ça, quoi. Vous voyez, qu'est-ce que vous aviez en vous? Mais je ne le savais pas. Ouais. Je me rendais compte qu'il y avait un mal-être. Je me rendais compte que je n'étais peut-être... Et mon entourage me disait, surtout une petite amie avec qui je vivais à l'époque, me disait, tu n'es sans doute pas à ta place. Sans doute es-tu malheureux, aspires-tu à autre chose. Mais comme j'avais été un piètre élève, j'ai un vrai cancre, et par ailleurs, j'avais aucun intérêt pour rien. J'étais dans une sorte de tunnel comme ça, où je ne voyais pas que faire de ma vie. Et j'ai passé des tests d'orientation. On m'a dit surtout ne faites pas d'études, vous n'avez pas les possibilités de. Ah ouais? Ah oui, parce que ce que je comprends. Faudra leur envoyer le livre. Mais ce que je commence à partir d'un bon sentiment, vu le cancre que j'avais été, je disais mais qu'est-ce qu'il va aller faire? Alors il y a des choses qu'on n'explique pas. Aller savoir pourquoi, je n'ai pas écouté et j'ai entamé des études universitaires. À ce moment-là, l'écriture n'est même pas encore présente. Écrire ce livre maintenant, après toutes ces années, vous avez écrit d'autres romans. Il y a un roman, L'été sans retour, qui a eu plein de succès, des prix aussi. C'était déjà chez Gallimard. C'est comme une revanche un peu ou Ah non, vraiment pas. Non, vraiment pas. C'est une forme de nécessité, en fait. Si je n'écris pas, j'ai l'impression que là, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je tourne comme un lion en cage si je ne suis pas occupé par un projet. Non, je n'ai vraiment pas de sentiment de recherche. Giuseppe ? Ça m'aide à me comprendre, oui, ça m'aide à comprendre mon entourage, de découvrir. Puisqu'en fait, chez moi, comme chez la plupart des auteurs sans doute, la pensée est générée par l'écriture, c'est très étonnant. C'est-à-dire que vous avez plus ou moins une idée de ce que vous allez écrire, mais c'est en écrivant que cela s'éclaircit, si vous voulez. Ah oui. C'est comme un ciel qui sera assombri par des nuages, et l'acte d'écrire balaie les nuages, donc, et vous présente un ciel dégagé, et vous percevez ou vous comprenez certaines choses de votre propre existence ou de celles des gens qui vous entourent. Ouais. C'est très mystérieux. Ça va mieux maintenant ? Alors, par moments, oui, ça va mieux. Par moments, ça me... Oui, non, je pense de toute façon, je pense que quand on écrit, si on passe 3-4 heures par jour ou 2-3 heures par jour comme ça sur une table, au lieu de sortir et profiter du soleil et de bien manger, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas fondamentalement, je pense. Bon, allez, Giuseppe, le livre sort aujourd'hui. Mais je suis très heureux de Le livre sort aujourd'hui, il y a du soleil, voilà, comme en Italie. Exact. Vous sortez, oui. et je vais boire un bon verre de Cabernet à votre santé. C'est un livre magnifique en tout cas. Merci. Vraiment. Merci. Touchant, je vous le conseille vraiment. C'est dans toutes les bonnes librairies, comme on dit à partir d'aujourd'hui. Précipitez-vous, c'est publié chez Gallimard. Retenez le titre, Le don du père. Très beau titre aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.